Tu sais ce qui sépare vraiment ceux qui progressent de ceux qui stagnent? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas le temps qu'ils passent à apprendre. C'est autre chose, quelque chose de plus discret. Quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué clairement parce que peu de gens l'ont vraiment compris. Je vais te montrer comment certains absorbent en 3 mois ce que d'autres mettent 3 ans à comprendre. Pas par magie, par méthode. Avant ça, commente cette phrase. J'apprends plus vite que je ne le crois. Dis-le, écris-le, parce que c'est déjà plus vrai que tu ne le penses. Chapitre 1. La capacité qui change tout. Il y a quelques années, j'ai rencontré un type qui parlait 5 langues. Pas 5 langues scolaires avec un accent hésitant, 5 langues qu'il maîtrisait vraiment. Je lui ai demandé combien de temps ça lui avait pris. Il m'a regardé comme si la question n'avait aucun sens. Je ne compte pas le temps, je compte les cycles. J'ai mis 2 ans à comprendre ce qu'il voulait dire. 2 ans pendant lesquels j'ai continué à apprendre comme tout le monde, en accumulant, en oubliant, en recommençant. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais tout faux depuis le début. Le problème, ce n'est pas qu'on n'apprend pas assez, c'est qu'on apprend mal. On consomme de l'information comme si notre cerveau était un disque dur. On remplit, on surcharge, on espère que quelque chose restera. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il ne stocke pas, il reconstruit. Chaque souvenir que tu as n'est pas une archive figée, c'est une réécriture en temps réel. Si tu ne forces pas ton cerveau à reconstruire activement ce qu'il vient d'apprendre, il l'efface. Pas par paresse, par efficacité. Parce qu'il considère que ce qui ne sert pas immédiatement ne vaut pas la peine d'être conservé. La plupart des gens lisent un livre, suivent une formation, regardent une vidéo. Ils hochent la tête, ils trouvent ça intéressant. Et 3 jours plus tard, ils ne se souviennent de rien. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils n'ont jamais activé le mécanisme de reconstruction. Ils ont consommé sans transformer. L'information est passée à travers eux comme de l'eau à travers un tamis. Rien n'a accroché, rien n'a pris racine. Alors ils recommencent. Ils lisent un autre livre, ils suivent une autre formation. Ils espèrent que cette fois ça rentrera mieux. Mais le problème n'est pas le contenu, c'est le processus. Voilà ce que personne ne te dit. Apprendre vite ne signifie pas absorber plus d'informations. Ça signifie en absorber moins, mais mieux, beaucoup mieux. Les gens qui progressent rapidement ne lisent pas plus que toi. Ils lisent différemment. Ils ne cherchent pas à tout retenir. Ils cherchent les points de basculement, les idées qui changent la structure de leur pensée. Pas les détails, pas les anecdotes, les principes. Ceux qui se répètent dans différents domaines. Ceux qui survivent à l'épreuve du temps. Quand tu lis quelque chose, tu as 2 options. Tu peux essayer de tout garder ou tu peux extraire l'essentiel et reconstruire le reste par toi-même. La première option ne mène nulle part parce que ton cerveau ne peut pas tout garder. Il n'en a ni la capacité ni l'intérêt. La deuxième option demande plus d'efforts au début, mais elle crée quelque chose de permanent, une compréhension qui t'appartient vraiment. Pas une citation empruntée, pas un concept vague dont tu te souviens à moitié, une structure mentale que tu peux utiliser, modifier, appliquer à des situations nouvelles. Celui qui parle 5 langues ne les a pas apprises en répétant des listes de vocabulaire. Il a appris en reconstruisant les règles par lui-même, en testant, en se trompant, en ajustant. Chaque erreur renforçait sa compréhension. Chaque phrase mal construite lui montrait où était la faille dans son modèle mental. Il ne perdait pas son temps à mémoriser. Il passait son temps à comprendre comment les choses fonctionnaient vraiment. Et une fois qu'il avait compris, le reste venait naturellement. Tu vois la différence? Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de transformation. La majorité des gens accumulent sans transformer. Ils ajoutent de l'information sur de l'information sans jamais créer de lien solide. Résultat, tout s'effondre au premier obstacle. Ils oublient, ils confondent. Ils ne savent plus distinguer ce qu'ils ont vraiment compris de ce qu'ils ont simplement entendu quelque part. Les rares qui apprennent vite font l'inverse. Ils réduisent, ils simplifient, ils transforment ce qu'ils apprennent en quelque chose de plus petit, mais de plus dense, quelque chose qu'ils peuvent vraiment manipuler. Et ensuite, ils testent. Pas dans 6 mois, pas après avoir tout fini, tout de suite, parce qu'ils savent que c'est dans le test que la vraie compréhension se construit, pas avant. Il y a une raison pour laquelle certains progressent en quelques mois là où d'autres stagnent. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la méthode. Une méthode que personne n'enseigne vraiment parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. On nous a dit de lire plus, d'écouter plus, de consommer plus, mais on ne nous a jamais dit comment transformer ce qu'on consomme en quelque chose d'utilisable. On ne nous a jamais expliqué que l'apprentissage n'est pas une question de quantité, c'est une question de cycle, de reconstruction, de friction volontaire. Si tu veux vraiment apprendre vite, arrête d'accumuler, commence à réduire, prends moins, transforme plus, teste immédiatement et laisse ton cerveau faire ce pour quoi il est conçu, reconstruire, renforcer, ancrer, pas stocker, pas archiver, transformer. Chapitre 2. Ce que ton cerveau refuse de faire. J'ai passé 3 ans à essayer d'apprendre le piano. 3 ans à répéter les mêmes exercices, à suivre les mêmes méthodes, à espérer qu'un jour ça deviendrait fluide. Ça n'est jamais arrivé. Pas parce que je manquais de discipline, mais parce que je faisais exactement ce que mon cerveau voulait que je fasse.
Et c'était précisément le problème. Ton cerveau a un objectif simple: dépenser le moins d'énergie possible. Chaque décision que tu prends, chaque pensée que tu formes, chaque geste que tu répètes, tout ça consomme des ressources. Et ton cerveau déteste gaspiller des ressources. Alors il optimise, il automatise, il cherche en permanence des raccourcis. C'est pour ça que tu peux conduire sans y penser. C'est pour ça que tu peux parler sans analyser chaque mot. Ton cerveau a créé des routines, des chemins bien tracés où l'information circule sans effort. C'est génial pour la survie, c'est catastrophique pour l'apprentissage. Parce qu'apprendre, vraiment apprendre, c'est forcer ton cerveau à sortir de ses chemins, à créer de nouvelles connexions, à dépenser de l'énergie là où il préférerait ne rien dépenser du tout. Et ça, il va résister. Pas par méchanceté, par conception. Ton cerveau va te donner l'impression que tu progresses, alors que tu tournes en rond. Il va te faire croire que répéter te fait avancer. Mais répéter sans friction ne construit rien. Ça entretient juste ce qui existe déjà. Quand je répétais mes exercices de piano, je les jouais toujours à la même vitesse, toujours dans le même ordre, toujours avec le même confort relatif. Mon cerveau adorait ça. Routine, prévisibilité, économie d'énergie. Mais je n'apprenais rien. Je maintenais juste un niveau médiocre avec une régularité impressionnante. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit quelque chose qui a tout changé. Si tu veux vraiment progresser, joue au ralenti. Tellement lentement que chaque note te coûte un effort conscient. J'ai trouvé ça ridicule. Puis je l'ai essayé et j'ai compris. En ralentissant, j'obligeais mon cerveau à rester présent, à analyser chaque mouvement, à sentir chaque erreur avant qu'elle ne devienne automatique. Là où avant je répétais mes fautes sans m'en rendre compte, maintenant je les voyais, je les corrigeais, je reconstruisais le geste correctement. C'était inconfortable, c'était lent, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Voilà ce que tu dois comprendre. Ton cerveau ne veut pas apprendre, il veut économiser. Et si tu lui laisses le choix, il choisira toujours la facilité. Il te fera réviser ce que tu sais déjà. Il te fera lire des choses qui confirment ce que tu penses. Il te fera pratiquer dans des conditions où tu es à l'aise, parce que c'est moins cher en énergie. Mais c'est aussi complètement inutile. Les gens qui progressent vite ont compris ça. Ils ne laissent pas leur cerveau décider. Ils lui imposent la friction. Ils se mettent volontairement dans des situations inconfortables, pas pour souffrir, mais parce qu'ils savent que c'est là que les nouvelles connexions se forment. Quand tu te trompes, quand tu cherches, quand tu dois reconstruire quelque chose que tu croyais maîtriser, il y a une étude que j'ai lue il y a quelques années. Des chercheurs ont testé 2 groupes d'étudiants. Le premier groupe révisait tranquillement, en relisant ses notes, en surlignant les passages importants. Le deuxième groupe devait répondre à des questions difficiles sans avoir accès à leurs notes, guébisser, se tromper, chercher la réponse dans leur mémoire même quand elle n'y était pas encore bien ancrée. Résultat, le deuxième groupe a retenu 2 fois plus, pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils avaient forcé leur cerveau à travailler, à générer, à reconstruire sous pression. C'est contre-intuitif, parce qu'on t'a toujours dit que bien apprendre, c'est comprendre avant de pratiquer, lire la théorie puis y appliquer. Mais en réalité, c'est l'inverse. Tu apprends mieux en te trompant d'abord, en testant avant de savoir, parce que l'échec crée une tension, une question ouverte dans ton cerveau. Et quand tu trouves enfin la réponse, elle s'ancre beaucoup plus profondément que si on te l'avait donnée dès le départ. La plupart des gens fuient cette tension. Ils veulent des explications claires, des étapes simples, des garanties de succès avant même de commencer. Mais ça ne marche pas comme ça. Pas si tu veux vraiment progresser. Si tu veux que ton cerveau construise quelque chose de solide, tu dois accepter de passer par le doute, par l'erreur, par cette sensation désagréable de ne pas exactement savoir ce que tu fais. Quand j'ai arrêté de jouer du piano en mode automatique et que j'ai commencé à ralentir chaque geste, chaque note, j'ai progressé plus en 2 mois qu'en 3 ans. Pas parce que j'avais trouvé une méthode secrète, mais parce que j'avais enfin compris comment fonctionne vraiment mon cerveau. Et surtout, comment le forcer à faire ce qu'il refuse naturellement de faire. Dépenser de l'énergie pour reconstruire, pour ajuster, pour apprendre vraiment. Tu veux apprendre vite. Alors arrête de chercher le confort. Arrête de réviser ce que tu sais déjà. Arrête de pratiquer dans des conditions faciles. Mets-toi en difficulté. Teste avant d'être prêt. Trompe-toi volontairement. Force ton cerveau à sortir de ses chemins préférés. C'est là que tout se passe. Pas dans la répétition confortable, dans la friction intentionnelle. Ton cerveau va détester ça. Au début, il va te faire croire que tu perds ton temps, que tu devrais revenir à ce qui fonctionne. Mais ne l'écoute pas. Continue. Parce que cette résistance, c'est exactement le signe que tu es en train de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel. Chapitre 3. L'erreur des 90 jours. Un ami à moi a décidé de se lancer dans l'immobilier. Il a acheté 4 livres, il s'est inscrit à 2 formations en ligne, il a passé 3 mois à tout absorber. Notes, synthèse, schéma. Il connaissait les termes techniques, les stratégies, les pièges à éviter. Il était prêt. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Le jour où il a dû analyser sa première opportunité réelle, il a paniqué.
Rien de ce qu'il avait appris ne semblait s'appliquer. Les chiffres ne correspondaient pas aux exemples, les vendeurs ne parlaient pas comme dans les vidéos. Il a fini par renoncer. Puis, il a acheté un autre livre. Voilà l'erreur, celle que presque tout le monde fait. On se prépare, on accumule, on attend d'être prêt avant de commencer. Mais être prêt, ça n'existe pas. Pas vraiment. Parce que la vraie compréhension ne vient pas avant l'action. Elle vient pendant et surtout après. Il y a quelque chose que les gens qui apprennent l'IT ont compris. Le savoir ne se construit pas en ligne droite, il se construit en boucle. Tu apprends un peu, tu testes immédiatement, tu vois ce qui manque. Tu reviens apprendre précisément ce qui te manque, tu testes à nouveau et tu recommences. Pas dans 3 mois, pas après avoir tout fini, maintenant. La plupart des gens font l'inverse. Ils apprennent pendant des semaines, des mois parfois, puis ils testent une fois, souvent trop tard. Souvent dans des conditions où l'enjeu est trop grand. Et quand ça ne marche pas, ils se disent qu'ils n'ont pas assez appris. Alors ils repartent pour un autre cycle de préparation. Mais ce n'est pas plus de théorie qu'il leur faut, c'est plus de contact avec la réalité. J'ai remarqué quelque chose chez les développeurs, les bons, pas ceux qui connaissent tous les langages par cœur, ceux qui résolvent vraiment des problèmes. Ils ne lisent jamais la documentation en entier, jamais. Ils commencent par écrire du code. Ça casse, ils cherchent pourquoi, ils lisent juste la partie qui les concerne. Ils corrigent, ça casse encore, ils creusent, et en une journée, ils ont compris plus que quelqu'un qui aurait lu la documentation pendant une semaine. Parce qu'ils ont appris dans le contexte, avec une question précise, un problème réel, pas une connaissance abstraite qu'ils espèrent utiliser un jour. Le problème avec l'apprentissage traditionnel, c'est qu'il te donne des réponses à des questions que tu ne t'es jamais posées. Alors ton cerveau les range quelque part, loin, dans un coin qu'il n'ira jamais vérifier parce qu'il ne voit pas l'utilité. Il n'y a pas d'urgence, pas de problème à résoudre, juste de l'information qui flotte. Et l'information qui flotte finit toujours par disparaître. Mais quand tu testes d'abord, tout change. Tu te heurtes à un mur, tu te poses une vraie question. Et quand tu retournes apprendre, tu sais exactement ce que tu cherches. Ton cerveau est en alerte, il a besoin de cette information maintenant. Pas plus tard, maintenant. Alors il l'absorbe différemment, il la traite comme une priorité et il la connecte immédiatement à ce que tu viens de vivre, et elle reste. Mon ami aurait dû faire ça. Lire un chapitre, puis sortir. Analyser un bien, n'importe lequel, même mal, juste pour voir où ça coince. Revenir au livre avec des questions précises, lire seulement ce qui répond à ces questions, ressortir, tester encore, et construire sa compréhension comme ça, par petites boucles serrées. Au lieu de ça, il a tout avalé d'un coup. Et quand le moment est venu, rien n'était accessible, tout était noyé dans un brouillard théorique. Les gens qui progressent vite ne passent pas plus d'1 heure sans tester, parfois moins. Ils apprennent juste assez pour essayer quelque chose, puis ils essaient. Ils voient ce qui manque, ils reviennent apprendre précisément ce qui leur manque, ils testent à nouveau et ils recommencent. C'est inconfortable, parce que ça veut dire se tromper souvent, ça veut dire avancer sans certitude. Mais c'est exactement ce qui fait la différence, parce que chaque erreur devient un poids d'ancrage, chaque échec clarifie ce qu'il faut comprendre ensuite. Tu n'as pas besoin de tout savoir avant de commencer. Tu as juste besoin de savoir assez pour faire un pas, un seul. Puis tu fais ce pas, tu vois ce qui se passe, et tu ajustes. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. Personne n'attend de maîtriser l'équilibre avant d'essayer. On tombe, on se relève, on retombe, et un jour on marche. Pas parce qu'on a compris la théorie, mais parce qu'on a testé jusqu'à ce que ça devienne évident. Alors arrête de préparer, arrête d'attendre le bon moment, arrête de te dire que tu commenceras quand tu seras prêt. Tu ne seras jamais prêt, pas avant d'avoir commencé. Apprends un peu, teste tout de suite, échoue vite, reviens apprendre ce qui te manque vraiment, et recommence. C'est la seule façon de construire quelque chose de solide. Pas en 3 mois de théorie, en 3 jours de boucle rapide. Chapitre 4. Ce qui reste quand tu dors. Il y a un type que je connais qui a appris à coder en 6 mois. Pas juste les bases. Il a construit une application qui génère aujourd'hui plusieurs milliers d'euros par mois. Quand je lui ai demandé comment il avait fait, il m'a dit quelque chose d'étrange. J'ai passé plus de temps à ne rien faire qu'à coder. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai cru qu'il plaisantait, mais il était sérieux. Il travaillait par bloc, 90 minutes maximum. Puis il arrêtait tout. Il ne scrollait pas sur son téléphone, il ne regardait pas de vidéos. Il s'allongeait, fermait les yeux, parfois il s'endormait 15 minutes, parfois il restait juste là, sans rien faire. Puis il revenait. Et il me disait que c'est dans ces moments-là, dans ces vides apparents, que tout se mettait en place. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'apprentissage, c'était une question d'effort. Plus tu travailles, plus tu apprends. Plus tu insistes, plus tu progresses. Mais c'est faux. Complètement faux. Parce que l'apprentissage ne se fait pas pendant l'effort. Il se fait après, quand tu arrêtes. Quand ton cerveau peut enfin traiter ce que tu viens de lui donner. Ton cerveau a 2 modes. Un mode actif, où il reçoit, analyse, exécute, et un mode passif, où il trie, connecte, renforce. Le problème, c'est que tout le monde passe son temps dans le premier mode. On enchaîne, on consomme, on passe d'une tâche à l'autre sans jamais laisser de place au second mode. Et on se demande pourquoi rien ne reste.
Il y a des études qui montrent quelque chose de fascinant. Quand tu apprends quelque chose, puis que tu fais une pause de 10 secondes, ton cerveau rejoue l'information que tu viens d'absorber. Pas une fois, entre 10 et 20 fois, à une vitesse accélérée. Comme s'il testait différentes configurations, différentes connexions. Il cherche la meilleure façon de ranger ça, de l'intégrer à ce qui existe déjà. Mais si tu ne lui laisses pas ces 10 secondes, il ne peut pas le faire. Alors l'information reste en surface, fragile, temporaire. La plupart des gens ne laissent jamais ces 10 secondes. Ils finissent une vidéo et en lancent une autre. Ils terminent un chapitre et enchaînent sur le suivant. Ils apprennent comme s'ils remplissaient un réservoir. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il ne stocke pas. Il reconstruit. Et la reconstruction demande du temps, du silence, du vide. Quand je travaille sur quelque chose de complexe, je fais des pauses toutes les 15 minutes. Pas pour me reposer, pour laisser mon cerveau finir son travail. Je ferme les yeux, je respire, je ne pense à rien de précis. Et souvent, c'est là que les idées arrivent. Pas pendant l'effort, pendant le relâchement. Parce que mon cerveau a enfin l'espace nécessaire pour connecter ce que je viens de lui donner avec ce qu'il sait déjà. Il y a autre chose, le sommeil. On te dit que dormir c'est important, mais on ne t'explique jamais vraiment pourquoi. Ce n'est pas juste pour te reposer, c'est pendant le sommeil que ton cerveau fait le plus gros du travail. Il rejoue tout ce que tu as appris dans la journée. Il le rejoue en arrière, il teste différentes séquences, il élimine ce qui n'a pas d'importance, il renforce ce qui en a. Tu te réveilles avec une compréhension plus claire, pas parce que tu as dormi, mais parce que ton cerveau a eu le temps de digérer. Les gens qui apprennent vite dorment bien. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un luxe, c'est une partie intégrante de leur méthode. Ils ne sacrifient jamais leur sommeil pour gagner du temps, parce qu'ils savent que sans sommeil, tout ce qu'ils apprennent reste fragile, superficiel, inutilisable sous pression. J'ai passé des années à penser que dormir 6 heures suffisait, que je pouvais compenser avec du café, que plus je restais éveillé, plus j'avançais. Mais je n'avançais pas. Je tournais en rond. Je rapprenais les mêmes choses, je faisais les mêmes erreurs, parce que mon cerveau n'avait jamais le temps de consolider quoi que ce soit. Tout restait en surface, rien ne s'ancrait vraiment. Depuis que j'ai compris ça, j'ai changé ma façon de travailler. Je ne mesure plus mon progrès au nombre d'heures passées à apprendre, je le mesure au nombre de cycles complets que je fais. Apprendre, pause, tester, pause, dormir et recommencer. Chaque cycle est une boucle fermée. Chaque pause est une opportunité pour mon cerveau de finir ce que je viens de lui donner. Tu ne peux pas forcer l'apprentissage. Tu peux forcer l'effort, tu peux forcer la concentration, mais l'apprentissage lui-même échappe à ta volonté directe. Il se fait dans les intervalles, dans les moments où tu lâches prise, où tu arrêtes de pousser, où tu laisses ton cerveau faire ce pour quoi il est conçu. Alors si tu veux vraiment apprendre vite, apprends à t'arrêter. Pas par faiblesse, par stratégie. Donne à ton cerveau l'espace dont il a besoin pour transformer ce que tu lui donnes. Fais des pauses courtes, fais des pauses longues, dors suffisamment. Et regarde ce qui se passe. Regarde comment les choses deviennent soudainement plus claires. Pas parce que tu as travaillé plus, mais parce que tu as enfin laissé ton cerveau travailler pour toi. Chapitre 5. Le piège de la clarté. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui préparait un examen important. Il avait tout organisé. Des fiches de révision parfaites. Chaque concept résumé en 3 lignes. Chaque idée classée par catégorie. Il passait ses journées à relire ses fiches, à les recopier, à les rendre encore plus claires. Le jour de l'examen, il a échoué. Pas de peu, vraiment échoué. Il connaissait ses fiches par cœur, mais il ne comprenait rien. C'est un piège dans lequel presque tout le monde tombe. On confond familiarité et compréhension. On relit quelque chose 10 fois, ça devient fluide. On se dit qu'on maîtrise. Mais en réalité, on reconnaît juste. Et reconnaître n'a rien à voir avec comprendre. Ton cerveau adore la fluidité. Quand quelque chose devient facile à lire, facile à suivre, il interprète ça comme un signal de maîtrise. Il te fait croire que tu sais. Alors tu passes à autre chose, tu continues d'avancer. Mais tu n'as rien construit. Tu as juste créé une illusion de compétence. Et cette illusion s'effondre dès qu'on te demande d'utiliser ce que tu as appris dans un contexte différent. J'ai fait la même erreur pendant des années. Je lisais des livres, je comprenais tout en lisant. Tout semblait logique, évident même. Je me disais que j'avais intégré. Puis quelqu'un me posait une question sur ce que je venais de lire, et je ne savais pas quoi répondre. Pas parce que j'avais oublié, mais parce que je n'avais jamais vraiment su. J'avais suivi le raisonnement de l'auteur, mais je n'avais jamais reconstruit ce raisonnement par moi-même. Voilà ce que les gens qui progressent vite ont compris. La vraie compréhension commence quand tu fermes le livre, quand tu n'as plus rien sous les yeux, quand tu dois reconstruire l'idée uniquement avec ce qui est resté dans ta tête. Si tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un sans note, tu ne l'as pas compris, tu l'as juste reconnu. Il y a une technique que j'utilise maintenant systématiquement. Après avoir lu quelque chose, je ferme tout. Je prends une feuille blanche et j'essaie de reconstruire l'idée centrale. Pas de recopier, pas de paraphraser, de reconstruire, avec mes propres mots, mes propres exemples. Et c'est là que je vois vraiment ce que j'ai compris. Parce que les trous apparaissent, les zones floues, les concepts que je croyais maîtriser, mais que je ne peux pas expliquer clairement. Au début, c'est violent, parce que tu réalises à quel point tu comprends peu.
Tu pensais avoir saisi, mais quand tu essaies de le formuler, ça ne sort pas. Ou ça sort de façon confuse, maladroite. Et ton cerveau déteste ça. Il préfère te faire croire que tu sais plutôt que de te confronter à ce vide. Mais c'est précisément dans ce vide que l'apprentissage réel commence. Quand tu te forces à reconstruire sans support, tu identifies exactement ce qui te manque. Pas de façon vague, de façon précise. Tu sais quelle partie tu dois retravailler, quelle connexion tu dois renforcer. Alors tu retournes à la source. Tu relis uniquement cette partie, tu la reformules, tu testes à nouveau, et cette fois ça tient. Les gens qui apprennent lentement ne font jamais ça. Ils relisent tout, encore et encore. Ils espèrent qu'à force de passer dessus, ça finira par rentrer. Mais ça ne rentre pas, parce qu'ils ne créent jamais la friction nécessaire. Ils restent dans la zone de confort, dans la reconnaissance. Et la reconnaissance ne construit rien de durable. Il y a un autre aspect à ça. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu es forcé de simplifier, de trouver des mots différents, des exemples concrets. Et dans cet effort de traduction, tu comprends mieux, parce que tu dois adapter, anticiper les questions, combler les vides que l'autre pourrait avoir. Et en faisant ça, tu combles aussi les tiens. J'ai pris l'habitude de faire comme si j'allais enseigner ce que j'apprends, pas nécessairement à quel cas de réel, parfois juste au mur ou à un ami imaginaire. Je formule, je réexplique, je cherche des angles différents. Et à chaque fois, je découvre des failles dans ma compréhension, des endroits où mon raisonnement est fragile, où je me contente de répéter sans vraiment savoir. Celui qui révisait avec ses fiches parfaites n'a jamais fait ça. Il a optimisé la clarté de ses notes, mais il n'a jamais testé sa propre capacité à reconstruire sans elles. Alors le jour où il n'avait plus ses fiches, il n'avait plus rien. Juste des fragments, des bribes, rien de solide, rien d'utilisable. Si tu veux vraiment apprendre, arrête de chercher la clarté. La clarté est une illusion. Elle te rassure, mais elle ne t'apprend rien. Ce qui t'apprend, c'est l'effort de reconstruire, de formuler, d'expliquer, même maladroitement, surtout maladroitement, parce que c'est dans cette maladresse que tu vois ce qui manque et que tu peux enfin le combler. Ferme le livre, éteins la vidéo, prends une feuille blanche et essaie de reconstruire ce que tu viens d'apprendre. Pas parfaitement, juste honnêtement. Tu verras immédiatement ce que tu sais vraiment et ce que tu croyais savoir. Chapitre 6. La règle des 20%. J'ai un collègue qui lit 3 livres par semaine. 3. Il en parle tout le temps. Il cite des passages. Il donne des recommandations. Mais quand tu creuses un peu, tu remarques quelque chose d'étrange. Il ne change jamais. Ses décisions sont les mêmes, ses habitudes sont les mêmes, ses résultats sont les mêmes. Il accumule des connaissances comme d'autres collectionnent des timbres, mais rien ne se transforme en action. Rien ne produit de résultats concrets. La plupart des gens pensent qu'apprendre plus les fera progresser plus. Mais ce n'est pas vrai, parce que la quantité d'informations que tu absorbes n'a presque aucun rapport avec ce que tu en fais. Tu peux lire 100 livres et rester exactement la même personne. Ou tu peux lire un seul livre, extraire une idée, l'appliquer vraiment et changer complètement de trajectoire. Il y a une loi que peu de gens connaissent. Dans n'importe quel domaine, 20% de ce que tu apprends produit 80% des résultats. Le reste est du bruit, des détails, des nuances qui n'ont d'importance que si tu maîtrises déjà les fondamentaux. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils consomment tout. Ils veulent être exhaustifs. Ils ont peur de manquer quelque chose. Alors ils passent des heures sur les 80% qui ne servent à rien. Et ils négligent les 20% qui changeraient tout. Quand j'ai commencé à apprendre sérieusement, je faisais ça. Je lisais des livres en entier, je regardais des formations complètes, je prenais des notes sur chaque chapitre, puis je passais au suivant. J'avais l'impression de progresser, mais en réalité, je me noyais, parce que je ne distinguais pas l'essentiel du superflu. Tout avait la même importance dans ma tête, alors rien n'avait vraiment d'impact. Un jour, quelqu'un m'a posé une question simple. Si tu ne devais garder qu'une seule idée de ce livre, laquelle ce serait ? Je n'ai pas su répondre, parce que je n'avais jamais réfléchi comme ça. J'avais tout lu, tout surligné, mais je n'avais rien hiérarchisé, rien sélectionné. Je traitais chaque information comme si elle avait la même valeur, et c'était précisément le problème. Les gens qui apprennent vite ne consomment pas tout. Ils sélectionnent. Ils cherchent activement les 20%. Ils se demandent avant même de commencer ce qui va vraiment changer quelque chose pour eux. Quelle idée, quel principe, quelle technique. Et ils ignorent volontairement le reste. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils savent que leur cerveau a une capacité limitée et qu'il vaut mieux l'utiliser sur ce qui compte vraiment. Maintenant, quand je lis un livre, je ne le lis plus en entier. Je commence par la table des matières. Je repère les chapitres qui répondent à une question précise que je me pose. Je lis uniquement cela. Parfois c'est 3 chapitres sur 15, parfois c'est un seul. Et souvent c'est largement suffisant, parce que je ne cherche pas à tout savoir, je cherche à résoudre un problème spécifique, à combler un manque précis. Le reste peut attendre ou ne jamais venir, ça n'a aucune importance. Tu vois la différence. Mon collègue lit 3 livres par semaine. Moi j'en lis peut-être 1 par mois, mais j'extrais, je sélectionne et surtout j'applique. Ce que je lis se transforme en décision, en changement, en résultat mesurable. Pendant qu'il accumule, je transforme et à la fin c'est moi qui avance, pas lui. Il y a un autre aspect à ça. Quand tu te forces à sélectionner, tu développes un sens de ce qui compte.
tu commences à voir les patterns, les idées qui reviennent, les principes universels qui fonctionnent partout. Et tu arrêtes de perdre du temps sur les détails anecdotiques, ceux qui sont spécifiques à un contexte, à une époque, à une situation particulière. La plupart des livres de business racontent la même chose, avec des mots différents, des exemples différents, mais au fond, les principes sont les mêmes. Si tu lis 15 livres sur le sujet, tu vas reconnaître ces patterns, mais tu n'apprendras rien de plus après le 3e. Les 12 autres seront juste des variations, du bruit, du contenu qui te fait sentir productif sans te faire progresser. Alors arrête de vouloir tout consommer. Arrête de mesurer ton apprentissage à la quantité d'informations que tu absorbes. Demande-toi plutôt quelle est l'idée centrale, celle qui change tout, celle qui, si tu l'appliques vraiment, va produire un résultat concret. Et concentre-toi uniquement sur elle. Ignore le reste, même si ça te donne l'impression de manquer quelque chose. Tu ne manques rien. Tu élimines le bruit pour garder le signal. Les 20% qui comptent sont souvent évidents, mais on les noie sous les 80% qui ne servent à rien. On complique, on ajoute des nuances, on cherche des exceptions, alors qu'il suffirait de prendre l'idée simple, de l'appliquer et de voir ce qui se passe. Si tu veux apprendre vite, apprends moins, mais apprends mieux. Sélectionne, hiérarchise, élimine et transforme ce que tu gardes en action immédiate. Pas plus tard, maintenant. Parce que ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Système invisible. À ce stade, tu pourrais te dire que tu as compris. Mois accumulés, plus tester, créer de la friction, dormir, sélectionner l'essentiel, reconstruire. Tout ça est vrai, mais il manque encore une pièce, la plus importante, celle qui fait que certains progressent de façon régulière, presque mécanique, pendant que d'autres alternent entre phases de motivation et longues périodes de stagnation. La différence ne se voit pas, elle n'est pas spectaculaire, elle ne se partage pas en citations inspirantes. C'est un système, invisible, silencieux, mais implacable. Les gens qui apprennent vite n'ont pas plus de discipline que les autres. Ils ont moins besoin de discipline, parce qu'ils n'apprennent pas au hasard. Ils n'apprennent pas quand ils en ont envie. Ils n'apprennent pas en fonction de leur motivation du jour. Ils ont mis en place un cadre qui décide à leur place. Un cadre simple, répétable, prévisible, et c'est ce cadre qui produit les résultats. La plupart des gens apprennent de façon émotionnelle. Quand ils sont motivés, ils plongent. Quand ils sont fatigués, ils arrêtent. Quand ils doutent, ils changent de sujet. Ils confondent apprentissage et inspiration. Résultat, ils avancent par à-coups. Ils commencent beaucoup de choses, ils en terminent peu. Et surtout, ils ne construisent pas de rien cumulatif. Chaque nouvel effort repart presque de zéro. Ceux qui progressent vraiment ont compris une chose fondamentale. L'apprentissage n'est pas un événement, c'est un processus. Et un processus ne repose pas sur la motivation, il repose sur une structure. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Pendant des années, je changeais sans cesse d'approche. Une nouvelle méthode, un nouveau livre, une nouvelle organisation. À chaque fois, j'étais convaincu que cette fois serait la bonne. Et à chaque fois, je finissais par m'essouffler. Pas parce que la méthode était mauvaise, mais parce qu'il n'y avait rien pour la soutenir dans le temps. Puis, j'ai observé quelqu'un qui progressait de façon presque absurde. Peu importe le sujet. Langue, programmation, analyse, il avançait. Lentement parfois, mais sans jamais s'arrêter. Et surtout, sans jamais repartir de zéro. Tout s'empilait, tout s'additionnait. Je lui ai demandé comment il faisait. Il n'a pas parlé de talent, il n'a pas parlé de passion, il a parlé de rituel. Chaque jour, il faisait la même chose, exactement la même, peu importe son humeur, peu importe son niveau d'énergie. Un temps court, toujours le même, un objectif minuscule, toujours atteignable. Il apprenait un peu, il testait, il notait ce qui bloquait, il s'arrêtait. C'est tout. Pas de grandes sessions, pas de plans grandioses, pas de promesses excessives. Juste une boucle, quotidienne, ridiculement simple, mais ininterrompue. C'est là que j'ai compris. La vitesse d'apprentissage ne dépend pas de l'intensité de tes efforts, elle dépend de la régularité de tes cycles. Ce que tu fais tous les jours, même en petite quantité, te transforme. Ce que tu fais de façon sporadique, même avec beaucoup d'intensité, disparaît. Ton cerveau adore la répétition structurée, pas la répétition mécanique, la répétition avec variation. Chaque jour, tu touches le même sujet, mais jamais exactement de la même façon. Tu reconstruis, tu ajustes, tu renforces, et sans t'en rendre compte, tu construis une profondeur que les autres n'atteignent jamais. La plupart des gens cherchent des méthodes rapides, des raccourcis, des hacks, mais la vraie accélération vient d'ailleurs. Elle vient de la suppression des décisions inutiles. Quand apprendre n'est plus un choix, mais une habitude. Quand tu n'as plus besoin de te demander si tu vas t'y mettre aujourd'hui, parce que c'est déjà décidé. Voilà le piège. Tant que tu dois décider d'apprendre, tu es vulnérable. Fatigue, doute, distraction, tout peut te faire dévier. Mais le jour où tu n'as plus à décider, le problème disparaît. Tu exécutes. Comme te brosser les dents, comme marcher, sans débat interne. Les gens qui stagnent passent leur temps à se demander comment mieux apprendre. Ceux qui progressent ont compris la question une fois pour toutes. Ils ont créé un système assez simple pour survivre aux mauvais jours. Parce que ce sont les mauvais jours qui comptent, pas les bons. Un bon jour, tout le monde apprend. Un mauvais jour, seuls ceux qui ont un système avancent encore. Il y a une autre chose que ce système crée.
La confiance. Pas la confiance naïve, pas l'optimisme. Une confiance froide, mathématique. Celle qui vient quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu avances. Même lentement, même imparfaitement. Tu n'as plus besoin de te motiver, tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu sais que le processus fonctionne parce que tu l'as vu fonctionner, jour après jour. Et cette confiance change tout. Elle te permet de t'attaquer à des sujets plus complexes, de rester plus longtemps dans l'inconfort, de tolérer l'incertitude. Parce que tu ne juges plus ton progrès à l'échelle d'une journée, tu le juges à l'échelle de tes cycles. C'est pour ça que certains absorbent en 3 mois ce que d'autres mettent 3 ans à comprendre. Pas parce qu'ils vont plus vite chaque jour, mais parce qu'ils ne s'arrêtent jamais vraiment. Pas de longue pause, pas de redémarrage coûteux, pas de perte d'élan. Ils ont compris que l'apprentissage n'est pas une question de volonté, c'est une question d'architecture. Si tu devais retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Ne cherche plus à apprendre mieux. Construis un système qui apprend pour toi. Un système qui fonctionne quand tu es motivé, mais surtout quand tu ne l'es pas. Un temps fixe, court, non négociable, une boucle simple. Apprendre un peu, tester, identifier un point de friction, s'arrêter. Revenir le lendemain. Rien de plus. C'est frustrant au début, parce que ton ego veut aller plus vite. Il veut des résultats immédiats. Mais si tu tiens, si tu respectes le système assez longtemps, quelque chose bascule. Tu commences à comprendre plus vite, à voir des liens plus tôt, à anticiper. Et un jour, tu réalises que tu es devenu celui qui avance pendant que les autres parlent encore de ce qu'ils vont t'apprendre. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu continues, parce que c'est ce que tu fais maintenant. Et c'est ça, le vrai secret. Pas une technique, pas une astuce, un système invisible, silencieux, qui travaille pour toi, pendant que les autres cherchent encore la bonne méthode. Chapitre 8. Le point de non-retour. Il y a un moment précis dans tout apprentissage où quelque chose bascule. Ce n'est pas spectaculaire, pas d'illumination soudaine, pas de sensation de maîtrise totale. C'est plus discret que ça. Mais une fois que tu l'as franchi, tu ne reviens jamais vraiment en arrière. Avant ce point, tout te demande un effort conscient. Chaque séance te coûte. Chaque reprise est un redémarrage. Tu dois te rappeler pourquoi tu fais ça, te convaincre, te pousser. Après ce point, c'est différent. Ce n'est pas facile, mais c'est stable. Tu avances même quand tu n'en as pas envie, même quand tu doutes, même quand tu n'as pas l'impression de progresser. La majorité des gens n'atteignent jamais ce point. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent juste avant. Ce point de non-retour n'est pas lié au niveau. Tu peux être encore médiocre techniquement et l'avoir franchi, et tu peux être relativement compétent sans l'avoir jamais atteint. Il ne dépend pas de ce que tu sais, il dépend de la relation que tu as construite avec l'apprentissage lui-même. Avant ce point, tu apprends pour un résultat, une validation, un objectif, une promesse future. Après ce point, tu apprends parce que le processus est devenu ton terrain naturel. Tu n'attends plus que quelque chose arrive, tu construis tous les jours sans négocier. J'ai vu des gens arrêter alors qu'ils étaient à 2 semaines de ce basculement. 2 semaines. Ils avaient fait le plus dur sans le savoir. Ils avaient traversé l'inconfort initial, les erreurs répétées, la confusion. Et juste au moment où les choses allaient commencer à se stabiliser, ils ont lâché. Fatigue, ennui, impression de stagner. Exactement les signaux normaux juste avant le point de non-retour. Voilà ce que personne ne t'explique clairement. La sensation de stagnation n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de transition. Ton cerveau est en train de consolider, de restructurer. Il y a moins de nouveautés visibles, mais énormément de travail en profondeur. Et comme ce travail est invisible, tu crois que rien ne se passe, alors que c'est précisément là que tout se joue. Les gens qui abandonnent à ce moment-là font une erreur d'interprétation. Ils évaluent leur progression avec les mauvais indicateurs. Ils cherchent des preuves immédiates, des signes clairs, des gains rapides. Mais à ce stade, les gains ne sont plus linéaires, ils sont cumulatifs, silencieux et soudains. C'est comme chauffer de l'eau. Pendant longtemps, rien ne semble changer. La température monte, mais l'eau ressemble toujours à de l'eau froide. Et puis, d'un coup, ça bout. Ceux qui arrêtent à 90 degrés jurent que ça ne marche pas. Ceux qui tiennent jusqu'à 100 degrés comprennent. Le point de non-retour, c'est le moment où tu n'as plus besoin de te demander si tu continues. Tu continues. Point. Même mal, même lentement, même sans certitude, parce que tu as intégré quelque chose de plus profond que la motivation. Tu as intégré l'identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'apprendre, tu es quelqu'un qui apprend. Cette bascule est subtile, mais ses effets sont radicaux. Avant, chaque interruption te faisait perdre du terrain. Après, même une pause ne détruit plus ce que tu as construit. Tu reviens plus vite, tu reconnectes plus facilement, parce que la structure est là, solide, interne. C'est aussi à ce moment-là que la comparaison disparaît. Tu ne regardes plus ce que font les autres, tu ne te demandes plus si tu avances assez vite, tu avances à ton rythme dans ton système. Et paradoxalement, c'est là que tu commences à dépasser ceux qui semblaient aller beaucoup plus vite que toi au début. Parce que eux fonctionnaient à l'enthousiasme. Toi, tu fonctionnes à l'inertie.
Il y a une vérité inconfortable que peu de gens acceptent. La majorité des résultats impressionnants ne viennent pas d'un effort exceptionnel, ils viennent de l'absence d'abandon. C'est tout. Pas de secret haché, pas de génie, juste la capacité à rester suffisamment longtemps dans le jeu pour que les effets cumulatifs fassent leur travail. Mais rester demande une chose précise, arrêter de renégocier avec toi-même. Chaque fois que tu te demandes si ça vaut le coup de continuer, tu réouvres une porte que tu devrais fermer définitivement. Chaque renégociation te coûte de l'énergie mentale, elle fragilise ton système, elle te ramène du côté émotionnel de l'apprentissage, là où tout est instable. Les gens qui atteignent le point de non-retour ont fermé cette porte, une fois. Pas par courage, par lucidité. Ils ont compris que la question n'était pas « est-ce que je continue ?», mais « comment j'organise la suite ?» La différence est énorme. À partir de là, tu peux traverser des périodes plates, des semaines où tu n'as pas l'impression de progresser, des moments de doute, de lassitude, mais tu ne t'arrêtes plus. Parce que s'arrêter n'est plus une option sérieuse, juste une pensée qui passe. Et c'est précisément pour ça que ça marche. Si tu regardes honnêtement ton parcours jusqu'ici, il y a probablement quelque chose que tu as déjà vécu comme ça. Un domaine où tu as tenu assez longtemps pour que ça devienne naturel, où tu n'as plus besoin de te motiver, où tu n'as plus remis en question le fait de continuer. Ce n'était pas magique, c'était structurel. Ce chapitre n'est pas là pour te motiver, la motivation est fragile, il est là pour te prévenir. Si en ce moment tu as l'impression de tourner en rond, de ne plus apprendre aussi vite que tu voudrais, de ne plus avoir cette excitation du début, c'est peut-être que tu es exactement là où tu dois être, juste avant le basculement. Et si tu abandonnes maintenant, tu n'abandonnes pas au début, tu abandonnes à la fin de la partie difficile. Le point de non-retour ne s'annonce pas, il ne prévient pas. Il arrive après que tu as décidé de continuer sans garantie, sans preuve immédiate, juste avec ton système. Tiens encore, simplifie si nécessaire, réduis le volume, garde la boucle, mais ne casse pas la chaîne. Parce que le jour où tu réalises que tu n'as plus besoin de te forcer, que tu avances même dans les jours neutres, même dans les jours gris, tu comprendras. Ce n'est pas que tu apprends mieux que les autres, c'est que tu n'as plus de marche arrière. Et à partir de là, le temps travaille pour toi, pas contre toi. Chapitre 9. L'avantage cumulatif. Il y a une illusion dangereuse qui fait échouer même les gens intelligents. L'idée que les progrès sont visibles au jour le jour. Que si tu fais les choses correctement, tu devrais sentir une amélioration claire, rapide, mesurable. Cette idée est fausse, et elle détruit plus de trajectoires que le manque de talent ou de discipline. La réalité est plus brutale. Les vrais progrès sont d'abord invisibles. Ils s'accumulent en silence. Et pendant longtemps, ils ne donnent rien d'exploitable. Jusqu'au jour où tout devient soudainement évident. C'est ça, l'avantage cumulatif. Quand tu répètes les mêmes cycles, jour après jour, sans interruption, tu ne deviens pas juste un peu meilleur. Tu changes de catégorie. Tu développes une intuition, une capacité à anticiper, à sentir les erreurs avant qu'elles arrivent, à comprendre plus vite parce que ton cerveau a déjà vu les patterns des dizaines de fois sous des formes différentes. Les gens qui stagnent regardent toujours le court terme. Ils se demandent « Est-ce que cette séance a servi à quelque chose ? Est-ce que j'avance vraiment ? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ?» Ceux qui progressent ont cessé de se poser ces questions. Ils ont déplacé l'échelle d'évaluation. Ils ne jugent plus une séance, ils jugent une série de cycles. Ils savent que pris individuellement, chaque effort est presque insignifiant. Mais additionnés, ils deviennent écrasants. C'est pour ça que l'écart se creuse avec le temps. Au début, tout le monde semble avancer à la même vitesse, puis certains ralentissent, font des pauses, changent de direction, pendant que d'autres continuent, sans éclat, sans annonce, sans excitation particulière. Et après 1 an, 2 ans, l'écart est impossible à rattraper. Pas parce que les premiers étaient meilleurs, mais parce que les seconds ont laissé le temps travailler pour eux. L'avantage cumulatif n'est pas spectaculaire. Il est ingrat. Il ne donne pas de dopamine immédiate. Il ne se poste pas sur les réseaux. Mais il gagne toujours à la fin. Toujours. Il y a un moment où tu réalises quelque chose de dérangeant. Les gens autour de toi pensent que tu es doué. Qu'ils t'ont toujours vu comme ça. Ils oublient les mois où tu galérais. Les phases plates. Les erreurs répétées. Ils ne voient que le résultat final. Et ils attribuent ce résultat à une qualité innée, alors que tout ce que tu as fait, c'est ne pas arrêter. C'est là que tu comprends que la plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils font mal les choses, ils perdent parce qu'ils ne les font pas assez longtemps. Ils changent trop tôt. Ils abandonnent juste avant que les effets cumulatifs deviennent visibles. Ils confondent lenteur et inefficacité.
Il ne supporte pas la phase où l'effort précède les résultats. Mais cette phase est obligatoire. Dans tous les domaines. Sans exception. Tu ne peux pas la hacker. Tu ne peux pas la contourner. Tu peux seulement la traverser. Et c'est pour ça que tout ce livre ne parle pas de techniques isolées. Il parle de structure, de cycle, de système. Parce que sans structure, tu n'iras jamais assez loin pour bénéficier de l'avantage cumulatif. Tu t'arrêteras trop tôt. Comme presque tout le monde. Si tu es encore là mentalement, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es prêt pour la dernière étape. Pas une nouvelle idée. Pas une méthode de plus. Mais une décision claire. Conclusion. Ce que tu sais maintenant. Tu sais maintenant que apprendre n'est pas accumuler, mais transformer. Le cerveau apprend par reconstruction, pas par consommation. Le confort est l'ennemi du progrès. Tester tôt vaut mieux que se préparer longtemps. Le repos et le sommeil font partie du processus, pas des pauses. La clarté est souvent une illusion. Les 20% essentiels comptent plus que les 80% inutiles. Un système bat toujours la motivation. L'avantage cumulatif ne fonctionne que pour ceux qui ne s'arrêtent pas. Tout ça ne sert à rien si tu continues à apprendre comme avant. La plupart des gens lisent ce genre de contenu, hochent la tête, se sentent intelligents et ne changent rien. Ils retournent à leurs anciennes habitudes, à leurs anciens réflexes. Et dans 6 mois, ils chercheront encore une meilleure méthode. Si tu fais ça, autant arrêter maintenant. Parce que la seule chose qui compte, ce n'est pas ce que tu as compris, c'est ce que tu vas faire différemment dès demain. Dernière chose. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu n'as pas besoin d'être confiant. Tu as juste besoin de ne pas arrêter. C'est inconfortable. C'est lent au début. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Parce que très peu de gens sont capables de faire quelque chose de simple, correctement, assez longtemps. Si tu le fais, tu n'auras pas besoin de convaincre qui que ce soit. Les résultats parleront pour toi.